En débat, sénatrice Miville-Deschênes. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'interviens sur le projet de loi de Jane Goodall, numéroté S-241, et présenté par mon collègue, le sénateur Marty Klein. D'emblée, je crois qu'il est nécessaire de renforcer la protection des animaux sauvages en captivité et carrément d'interdire l'achat ou la reproduction d'éléphants, de grands singes et de cétacés. Dans un monde qui se préoccupe de plus en plus du bien-être animal, It seems that there is no translation. On dirait qu'il n'y a pas de traduction. Miville-Deschênes, désolée. Est-ce que vous pourriez dire encore quelques phrases pour voir... Alors, j'essaie de parler sur le projet de loi S-241 de mon collègue. Merci There beaucoup. was no translation for the... Vous avez tout manqué? Non. Bon. D'emblée, je crois qu'il est nécessaire de renforcer la protection des animaux sauvages en captivité et carrément d'interdire l'achat ou la reproduction d'éléphants, de grands singes et de cétacés. Dans un monde qui se préoccupe de plus en plus du bien-être animal, emprisonner des animaux sauvages pour le plaisir des êtres humains est de moins en moins acceptable. Un exemple honteux en plein cœur du Québec montre bien la nécessité d'agir. En mai 2018, la plus importante saisie au Canada d'animaux victimes de négligence avait lieu au zoo de Saint-Édouard dans la Mauricie. On parle ici de 200 animaux exotiques, notamment des lions, des tigres, des ours et des kangourous, privés de soins vétérinaires qui ont été retirés d'installations insalubres. La bougie d'allumage, le signalement de maltraitance par une visiteuse du zoo. Ce scandale a soulevé bien des questions sur les bonnes pratiques des zoos, puisque le zoo de Saint-Édouard avait été condamné à plusieurs reprises, mais il avait toujours retrouvé son permis. Comment empêcher par de telles dérives se produisent? Certains voudraient mettre la clé dans la porte de tous les zoos et les aquariums, mais ce n'est pas ce que vise le projet de loi du sénateur Klein. Il propose plutôt une réforme approfondie et complexe en matière d'espèces interdites et de permis nécessaires. La législation imposerait des règles nationales beaucoup plus strictes pour la possession de certaines espèces de félins, de primates et de canidés. Le projet de loi permet aux zoos et aquariums de conserver les animaux sauvages qu'ils possèdent déjà, mais il resserre les conditions pour l'avenir. S-241 S-241 interdirait à la quasi-totalité des zoos de détenir plus de 800 espèces d'animaux sauvages, dont les grands félins, les ours, les loups, les hyènes, les phoques, les otaries, les morses, certains reptiles comme les crocodiles, les alligators et les serpents. Ces animaux ont été sélectionnés car certains sont plus dangereux, ont besoin de plus d'espace ou d'un climat différent du nôtre. S'ils veulent passer outre cette interdiction, la centaine d'attractions animalières du Canada devront demander des licences au gouvernement fédéral ou provinciaux, avec des conditions strictes liées à la recherche scientifique et à l'intérêt de l'animal. Les établissements pourront également obtenir la désignation d'organisation de soins aux animaux admissibles à condition de remplir une série de conditions. Cela inclut notamment des soins aux animaux reconnus comme les normes les plus élevées, des pratiques exemplaires et la mise en place d'un mécanisme de protection des dénonciateurs employés dans les zoos. Certains croient que l'obtention des licences sera compliquée. Le propriétaire du parc Safari à Hemingford au Québec croit également que le projet S-241 est un premier pas vers la fin des institutions zoologiques en raison des restrictions sur l'importation et l'exportation d'animaux. Personnellement, je n'ai rien contre le relèvement des normes et des restrictions supplémentaires visant à protéger les animaux. Mais je suis préoccupée par le traitement différentiel accordé aux zoos et aquariums canadiens dans ce projet de loi. D'une part, presque tous les zoos et aquariums devront tenter d'obtenir une autorisation de l'administration fédérale une fois la loi en vigueur. Cependant, la loi accorde des exemptions à 7 zoos et aquariums au Canada, car ils sont membres d'une organisation privée américaine, la Association of Zoos and Aquariums. Ces 7 organisations sont le Zoo de Granby, le Zoo de Calgary, le Biodôme de Montréal, le Zoo de Toronto,
l'Aquarium Ripley du Canada, le Zoo du Parc Assiniboine à Winnipeg et l'Aquarium de Vancouver. Il s'agit généralement d'institutions plus importantes disposant de plus de ressources. L'obtention d'une accréditation de l'ASA coûte environ 12 000 $ américains, mais elle nécessite surtout du personnel et des mois, voire des années de préparation. Selon le sénateur Marty Klein et les groupes qu'il a consultés, le traitement réservé aux 7 établissements est justifié car l'ASA, AZA, applique des critères très élevés avant d'accorder son label de qualité. L'ASA est basée dans le Maryland et accrédite des attractions principalement américaines, mais aussi dans une douzaine d'autres pays. Ces normes sont à certains égards plus élevées que celles de son homologue canadien, Canada's Accredited Zoos and Aquariums, ou CAZA. Je répète qu'en matière du bien-être animal, il est très important de prôner les normes les plus élevées, comme le fait le projet de loi S241. Ce n'est pas ce qui est en cause ici, c'est pourquoi j'appuie ce projet de loi. Toutefois, il me semble injuste de favoriser certains établissements par rapport à d'autres. À mon avis, tous les zoos et aquariums devraient être soumis à la même procédure administrative. Soit ils doivent tous passer par le même processus pour obtenir un permis, soit tous ceux qui répondent aux critères devraient être exemptés, indépendamment de leur accréditation AZA. Le système à 2 niveaux proposé par le projet de loi donne à ces 7 zoos et aquariums un avantage significatif. Car même si certains d'entre eux ne respectent pas leurs obligations à l'avenir, il pourrait être nécessaire de modifier la loi, ce qui n'est pas toujours une procédure rapide. À vrai dire, c'est cet aspect du projet de loi qui a été jugé plutôt injuste par certains zoos ayant moins de moyens, mais qui font des efforts pour améliorer le sort des animaux. Le zoo sauvage de Saint-Félicien fait partie du lot. Je remercie d'ailleurs le bureau du sénateur Klein d'avoir pris le temps de rencontrer Lorraine Gaillon, la directrice générale de ce zoo. Cette dernière, très inquiète de ce que le projet de loi compromette l'avenir de son zoo, elle s'était d'abord adressée à son député, Alexis Brunel du CEP, qui ne comprenait pas, lui non plus, le traitement différencié dans S241. Le dialogue est donc entamé. Le zoo de Saint-Félicien est une attraction touristique importante au Saguenay-Lac-Saint-Jean, attirant plus de 200 000 visiteurs par an avant la pandémie. C'est une organisation à but non lucratif qui traite ses animaux de manière exemplaire. Tous les animaux sont de la zone boréale et ont énormément d'espace. En fait, au zoo de Saint-Félicien, ce sont les visiteurs qui sont en cage, dans un train, et les animaux qui sont en liberté, dans un parc en semi-liberté, devrais-je dire, dans un parc de 324 hectares. Les animaux qui sont gardés dans des enclos bénéficient d'espaces qui dépassent largement les exigences. Le zoo de Saint-Félicien participe à des activités scientifiques de recherche et collabore avec un programme étranger réputé sur les espèces menacées. Le projet de loi S241 vise 10 des 75 espèces présentes au zoo de Saint-Félicien, d'où l'inquiétude de la directrice, qui rappelle que son zoo est à but non lucratif et que l'obtention des licences prendra du temps et des ressources. Elle aimerait pouvoir bénéficier du même traitement que les 7 zoos et aquariums qui sont exempts de démarches administratives. Elle ne comprend pas pourquoi des organisations qui satisfont aux normes prévues dans le projet de loi S241 sont désavantagées uniquement parce qu'elles ne sont pas membres de l'AZA. Le zoo de Saint-Félicien n'est qu'un exemple, bien sûr, et je ne prétends pas connaître les conditions de la centaine d'autres zoos et aquariums du Canada. Mais il me semble qu'il y aurait lieu d'examiner le processus d'octroi de licence pour s'assurer que toutes les organisations qui satisfont les normes soient traitées équitablement sans avantage administratif injustifié. Selon le professeur de droit de l'Université d'Ottawa, Benoît Pelletier, ce traitement différencié sur la base d'une adhésion à un organisme privé étranger pourrait être contesté sous l'angle des principes de justice naturelle propres à notre droit administratif. La mise en œuvre de la loi pourrait aussi s'avérer complexe. Le gouvernement fédéral partage la compétence sur les animaux sauvages en captivité avec les provinces.
Comment réagiront les provinces si le fédéral refuse ou tarde à accorder une désignation d'organisme animalier à une attraction qui contribue au développement régional? Le ministère de l'Environnement aura-t-il les moyens d'inspecter régulièrement les zoos ou comptera-t-il seulement sur les lanceurs d'alerte, les visiteurs ou les organismes de défense des animaux? Les zoos qui devront se conformer aux nouvelles règles auront un certain temps pour effectuer la transition. Ils pourront garder les animaux visés par des interdictions jusqu'à leur mort. La tendance au renforcement des normes est toutefois inéluctable. Le public est de plus en plus sensible au bien-être animal et les Autochtones l'ont été bien avant les autres. La professeure Valérie Giroux de l'Université de Montréal, spécialiste en éthique animale, s'est prononcée au micro de Radio-Canada là-dessus. Écoutez-la bien, et je la cite. « Les parents qui amènent leurs enfants aux zoos sont souvent motivés par d'excellentes raisons. Ils veulent stimuler chez leurs enfants un intérêt pour la nature, un respect envers les animaux. Le problème, c'est que les animaux qui se retrouvent dans les zoos sont aliénés. Ils représentent donc très mal leurs cousins qui viennent de leur milieu naturel. Visiter le zoo, ce n'est pas comme visiter un bout de nature, mais c'est plutôt comme visiter une prison ou un hôpital psychiatrique. Ce qu'on apprend aux enfants en les amenant au zoo, ce n'est pas à développer de la compassion envers les animaux ou à respecter la biodiversité. On leur apprend plutôt que les animaux sauvages sont faits pour être gardés captifs et pour nous divertir. On leur apprend qu'il est correct de capturer les animaux, de les priver de liberté, d'interférer dans leurs liens sociaux, tout ça pour notre bon plaisir. C'est une vision du bien-être animal qui contraste avec celle de notre enfance et celle que beaucoup d'entre nous ont transmise à notre progéniture. Je remercie donc le sénateur Klein pour cet effort ambitieux. Une étude en profondeur en comité permettra d'évaluer si des amendements sont nécessaires pour rendre le projet de loi plus équitable et pour s'assurer que sa mise en œuvre soit aussi efficace et harmonieuse que possible. Merci.